Bonjour à toutes et à tous. On m'entend bien? Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'Accor Arena pour cette 11e édition de BIG. Vous l'avez entendu à maintes et maintes reprises aujourd'hui, mais c'est le plus grand rassemblement business d'Europe dédié à l'innovation, à la croissance et à l'entrepreneuriat. Je m'appelle Léa Frichet, je suis chargée de développement export chez BPI-France pour la zone des Amériques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à fort enjeu et plus que jamais d'actualité. Sous l'impulsion de l'administration Trump, vous l'avez remarqué, le discours américain s'est durci entre protectionnisme, remise en cause de certains accords commerciaux, sentiment d'incertitude, autant de signaux qui peuvent peser sur la stratégie de nos entreprises françaises à l'international et notamment aux États-Unis. La question qui se pose est donc la suivante. Dans quelle mesure ce discours produit-il des effets réels et quel impact peut-il avoir pour nos exportateurs français? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui deux experts de renom. Bonjour Amy Green. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste de la politique américaine, experte associée à l'Institut Montaigne. Franco-américaine, vous êtes également auteure et enseignante à Sciences Po Paris, à l'Université de Californie et à la Boston University. Tout ça. Vos travaux portent sur le lien entre les facteurs domestiques comme la politique et la société et la politique étrangère américaine. Vous travaillez également sur des dynamiques transatlantiques et géopolitiques dans le contexte de la puissance américaine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour Gabriel Smag. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes économiste-chercheur à la Banque de France et à la Paris School of Economics, ainsi qu'enseignant en commerce international à Paris-Dauphine. Après un parcours académique riche de l'ENS à la PSE, puis à l'INSEE, à Harvard et Sciences Po, vous êtes aujourd'hui reconnu comme un spécialiste du commerce international, en particulier des relations économiques entre les États-Unis et le reste du monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Amy, j'aimerais commencer avec vous. Derrière ces discours, il y a des dynamiques de fond, une manière particulière d'élaborer les choix politiques aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces dynamiques décisionnelles et nous donner des clés de lecture de cette élaboration de choix politiques américains? Oui, volontiers. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je ne m'entends pas, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, oui, en effet, pour éclairer peut-être quelques éléments généraux de contexte décisionnaire aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a un objectif qui anime, qui nourrit la totalité, je dirais, du discours politique aux États-Unis aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs Trump ou si c'était un élu démocrate, c'est la compétition avec la Chine. Les États-Unis, ils sont vraiment préoccupés par la réémergence de la Chine comme un vrai concurrent international, que ce soit sur l'ordre commercial, économique, politique, militaire, etc. Et donc, ils ont même peur aux États-Unis que la Chine puisse proposer un ordre international alternatif à celui que les États-Unis avaient bâti après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il ne faut vraiment pas du tout sous-estimer à quel point c'est une priorité existentielle même pour les Américains. À partir de là, donc cet objectif, vous avez des façons de faire. Les démocrates étaient aussi protectionnistes sous Joe Biden. Donc en ça, Trump, il va peut-être un petit peu plus loin, mais il y avait déjà cette tendance de fond. Donc là, on est dans une forme de peut-être de rupture dans la forme ou dans le dosage, mais quand même une forme de continuité. Mais je dirais qu'à partir effectivement de ce protectionnisme au service justement de l'avantage stratégique américain, le découplage stratégique avec la Chine, il y a quand même quelques convictions. Et ça, je dirais, c'est des convictions profondes qui animent le président des États-Unis et qui vont influer justement sur son choix de conseillers, de personnes qui peuvent mettre en place justement une politique que lui-même très soigneusement dessine. Tout d'abord, c'est un président qui considère, et je pense que vous voyez ça même en lisant la presse, c'est quelqu'un qui a une vision du monde qui est un petit peu ancrée dans les principes du 19e siècle. Donc, une autre vision de la puissance américaine. Donc, il va avoir beaucoup de scepticisme vis-à-vis des alliances. Pour lui, le prisme principal, ce n'est pas forcément la protection, la défense des valeurs occidentales comme on a l'habitude, et même on est conforté en Europe de cette proximité-là. Il n'a pas cette sentimentalité-là. Il est beaucoup plus intéressé par le prisme économique. On entend in fine le mot deal, 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 transactionnel, etc. Bah, c'est vrai qu'il a une vision des intérêts stratégiques des États-Unis qui sont plutôt des choses à négocier immédiatement. Et puis pour lui, si l'économie va bien, si la transaction économique se porte bien, les États-Unis iront bien. Donc pour lui, il y a donc ça. Comme moyen de le faire, il y a les droits de douane.
Donc là, on est là pour en parler parce que notamment, c'est vraiment le sujet qui fait la une de la presse depuis l'investiture. Pour lui, c'est vraiment quelque chose en quoi il croit. D'ailleurs, il a commencé à écrire dans un livre dans les années 80, justement, à quel point les droits de douane pourraient servir justement à réétablir un équilibre commercial international qui dessert les États-Unis. Globalement, c'est vrai que l'administration Trump et donc le président considèrent que justement, c'est des alliances qui sont encombrantes, c'est ces obligations qui sont trop contraignantes pour les États-Unis. Donc, en effet, les droits de douane, ça sert à quoi pour Donald Trump? Ça sert à réindustrialiser, à faire du reshoring aux États-Unis. Ça permettrait, sous un angle plutôt de politique intérieure, à venir injecter des emplois pérennes, durables, fiables, dignes, en fait, dans les hommes qui l'ont élu. Donc, pour lui, c'est vraiment un sujet domestique. Puis après, il considère que ce sont des droits qui vont rapporter assez cher pour les États-Unis. Il avait prononcé dans son discours d'investiture qu'il faut, in fine, ou un jour, remplacer le service interne des finances publiques par un service externe des finances publiques. Donc, éventuellement, un jour, de supprimer l'imposition sur les revenus payés par le contribuable américain et de faire en sorte que c'est des pays étrangers et leurs entreprises qui le paient à la place. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer à quel point le prisme économique, qui est vraiment la première grille de lecture politique et de politique intérieure et étrangère de Donald Trump, compte, et les droits de douane comme un vrai levier en lequel il croit. Voilà, donc je pense que ça fait 5 minutes, donc là je vais laisser de la place pour la suite, mais en tout cas oui, droits de douane, c'est une vraie conviction, c'est le levier principal et ça ne va pas cesser. Merci Amy. Ce qui est certain, c'est que cette manière de faire bien propre à Donald Trump peut créer un certain sentiment d'incertitude. Cette incertitude, elle n'est pas tellement théorique, elle pèse directement sur la façon dont les exportateurs français peuvent revoir leur choix d'exportation aux États-Unis. C'est donc vers vous que je me tourne, Gabrielle, comme vous vous en doutez. Comment voyez-vous cette incertitude se répercuter sur le commerce international? Et plus largement, est-ce que vous pouvez parler d'une tendance de fond, celle d'un monde durablement plus instable, plus incertain pour les entreprises françaises qui veulent exporter? Alors, je vais me mettre debout. J'espère que vous m'entendez. Et je voulais rapidement remercier la BPI France de me donner la possibilité d'échanger avec vous parce que moi, je suis enseignant-chercheur et mon quotidien, c'est beaucoup des statistiques, des données et des équations. Donc ça peut être parfois hors sol. Donc je suis impatient de pouvoir échanger avec vous à l'issue de cette session. Et donc pour ce qui est de la question de l'incertitude, effectivement, l'économie mondiale depuis quelques années est confrontée à une hausse généralisée de l'incertitude. Elle tient à des facteurs structurels qui ont prédaté au retour au pouvoir de Donald Trump et qui vraisemblablement vont perdurer à l'issue du départ de Donald Trump. J'ai en particulier en tête 3 facteurs. Le premier, c'est le rallongement des chaînes de valeur mondiales. Qu'est-ce que c'est ce jargon? C'est très simple. C'est l'idée que pour produire un bien ou un service, il faut compléter un certain nombre d'étapes et que ces étapes sont de plus en plus éparpillées aux 4 coins du monde. Donc c'est le smartphone qui va être conçu et designé aux États-Unis, qui va intégrer des semi-conducteurs taïwanais, qui va être assemblé en Chine et qui ensuite va être dispatché partout dans le monde. Par certains côtés, c'est une très bonne chose parce que ça permet de diminuer les coûts de production en localisant chaque étape là où elle est la moins chère. Le revers de la médaille, c'est que ça crée de la vulnérabilité parce qu'il suffit qu'il y ait un problème, une catastrophe naturelle dans un seul de tous ces sites de production qui constituent la chaîne pour que toute la chaîne soit grippée. Ça constitue un changement de fond qui tend à augmenter l'incertitude dans le commerce mondial. Le deuxième changement de fond, c'est une tendance à la généralisation des régimes populistes et nationalistes. Parce que ces idéologies tendent à créer une demande pour des politiques protectionnistes. C'est l'idée que l'autre est un ennemi, l'autre est un problème, et que notre solution va venir dans des frictions et des tensions avec l'extérieur, donc des politiques protectionnistes, des politiques diplomatiques qui vont être agressives, voire belliqueuses. Donc ça, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Et au-delà du drame humain, toutes les conséquences économiques qui en découlent, en particulier la crise énergétique qu'on a pu observer en 2022. Et le troisième facteur, c'est le dérèglement climatique et environnemental.
Ce dérèglement climatique, il va créer tout un tas de catastrophes naturelles localisées qui vont pouvoir se diffuser tout le long de la chaîne, des chaînes de valeur. Donc ici, une inondation, là, un incendie. Mais en plus de ça, le dérèglement climatique, il va pouvoir créer des tensions géopolitiques. Donc il y a l'exemple du Groenland avec la fonte des glaces, où d'un coup, qui crée énormément de convoitises avec les États-Unis, la Russie, la Chine, qui d'un coup veulent mettre la main sur le Groenland, qui est une nouvelle voie de commerce international, qui a des ressources énergétiques. Et aussi en termes de politique commerciale, le dérèglement climatique peut créer des tensions. J'en veux pour exemple le système d'ajustement du carbone aux frontières de l'Union européenne, qui vise à éviter que les producteurs européens délocalisent leurs activités polluantes à l'extérieur de l'Europe. C'est quelque chose qui crée d'ores et déjà des tensions avec des partenaires commerciaux de l'Europe, avec l'Inde par exemple, qui a menacé de représailles. Donc ça, c'est des facteurs de fond qui créent de l'incertitude, qui étaient là avant Trump et qui vont vraisemblablement perdurer. Et vient se surajouter à tout ça le facteur Trump. Parce que Trump, comme Émile a pu le discuter, il a une méthode particulière. En particulier, sa politique commerciale se fait de manière assez erratique, avec des mesures qui sont annoncées au dernier moment, des mesures sur lesquelles Trump va revenir très rapidement. Donc, si vous regardez, c'est tout petit, mais ici, vous avez l'historique de l'évolution récente des tarifs américains, et vous voyez que c'est en créneau, avec des grosses menaces, et ensuite Trump revient sur ces menaces. Donc ça crée du bruit, qui fait que la politique de Trump est difficile à lire. En plus de ça, Donald Trump a tendance à remettre en cause des institutions qui, historiquement, font l'arbitre dans le système commercial international. Je parle en l'occurrence de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'il y a un certain nombre de mesures récemment mises en place par Trump qui sont juste en désaccord avec les règles de l'OMC. Et donc, si on commence à s'essuyer les pieds sur l'OMC, ça crée un vide en termes d'arbitre du commerce international. Et il y a un peu un flou sur quelles sont les règles qui vont venir remplir ce vide. Donc ça va rajouter à l'incertitude. Et pour finir, je pense que Amy a parlé de ça en parlant des alliances. L'une des façons dont Trump augmente l'incertitude dans le commerce international, c'est qu'il vient remettre en cause tous les contours des blocs géopolitiques tels qu'on a pu les connaître historiquement. On n'est clairement plus dans un contexte lisible, type guerre froide, avec deux blocs, l'Est et l'Ouest. On sait quel pays appartient à quel bloc. Je vous mets bien au défi de dire qui sont les alliés des États-Unis actuellement. Dans un monde où les États-Unis tordent le bras à des alliés commerciaux historiques tels que le Canada, tels que l'Union européenne. Donc en fait, je pense qu'on est dans une situation où les États-Unis sont en train de s'isoler sur un plan diplomatique et commercial, qu'il y a un certain nombre de pays qui cherchent à s'autonomiser des États-Unis, et que ça, c'est un processus qui va prendre du temps. Et en attendant que ça atterrisse, qu'on atterrisse à un nouvel équilibre, ça crée un flou. Qui est ami avec qui, c'est pas clair. Et si j'ai un tout petit peu de temps, je vais finir sur 2 notes positives. Donc, il y a eu une explosion d'incertitude avec l'arrivée de Trump. Je pense qu'on a passé le pic, parce qu'il y a un certain nombre des mesures de Trump qui ont d'ores et déjà été réalisées. Et l'autre chose, c'est qu'on ne semble pas se diriger vers une guerre commerciale. Si vous regardez historiquement, c'est tout petit, mais si vous regardez dans les années 30, il y a eu un pic de droits de douane américains. Et les années 30, ça a débouché sur quoi? Ça a débouché sur une guerre commerciale avec un cercle vicieux où les États-Unis et le reste du monde se répondaient par une hausse de tarifs jusqu'à arriver à un aggravement de la Grande Dépression et à contribuer, selon certains historiens, à rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, connaissant un peu l'histoire économique, quand j'ai vu Trump commencer à mettre en place des droits de douane, j'ai un peu retenu mon souffle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, les partenaires commerciaux des États-Unis ont retenu des leçons de l'histoire parce qu'ils ne semblent pas mettre le doigt dans ce cercle vicieux de la guerre commerciale. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne réalise pas toujours qu'on passe à côté du pire. On est peut-être passé à côté du pire en évitant, en tout cas à l'heure où je vous parle, une guerre commerciale. Merci à tous les deux pour ces premiers éclairages qui nous permettent de poser un contexte. Et on remarque bien qu'on est dans un environnement politique mouvant. Mais derrière ces constats, une question essentielle se pose pour les entreprises françaises. Que doivent-elles en retenir concrètement dans leur quotidien d'exportateurs ou d'investisseurs? Amy, j'aurais 2 questions pour vous à ce sujet. Quels sont aujourd'hui les signaux forts envoyés par les États-Unis aux acteurs économiques étrangers, et en particulier aux exportateurs français, puisqu'on est là?
Et dans ce contexte, comment les partenaires des États-Unis doivent-ils se positionner pour rester alignés avec ce marché tout en restant compétitifs et en s'adaptant? Alors, il est vrai que le paradigme de l'économie américaine change un petit peu avec Trump parce que l'économie américaine, et vous l'expérimentez sans doute tous les jours d'une certaine manière, peut être à la fois une source de grand avantage, mais aussi, et d'ores et déjà ou dorénavant, une arme en quelque sorte. Donc je pense que là, il y a peut-être 3 messages, en tout cas 3 thèmes qui semblent se dégager un petit peu de l'administration Trump. Le premier, c'est qu'il faut que les gens fassent un choix quelque part entre la Chine et les États-Unis, pas forcément que les États-Unis, ou que la Chine d'ailleurs, mais en tout cas, les Américains vont mettre les entreprises partenaires qui font de l'activité aux États-Unis sous de plus en plus de pression justement pour s'aligner derrière un camp. D'ailleurs, en termes politiques, les Américains, et ça date avant de Trump, ils considèrent que les Européens, de manière générale, sont trop naïfs par rapport aux ambitions chinoises. Et donc là, c'est quelque chose qui est un peu ancré depuis quelques années, mais ça s'exprime de façon encore plus aiguë économiquement avec Donald Trump. Donc le choix va se poser à un moment donné, vous êtes avec qui? Peut-être la deuxième chose qui vient à l'esprit, c'est que le levier des droits de douane, ça ne va pas disparaître. Donc c'est à la fois un outil géopolitique, diplomatique, de politique étrangère et de politique économique de Donald Trump. Vous avez vu que là, c'est un jour l'Inde, ça s'annonce un très bon partenaire des États-Unis, et puis au lendemain, c'est 50% des droits de douane. Donc on va voir progressivement ce mécanisme devienne presque le mode réflexif de la gestion justement des conflits, que ce soit commerciaux ou géopolitiques. Et puis j'avais noté un troisième message, c'est que le marché américain est tellement attractif. Vous avez un climat d'investissement, d'innovation, de recherche, d'excellence universitaire encore, qui fait en sorte que c'est très intéressant de faire du business aux États-Unis. Ce qu'entend l'administration Trump, c'est qu'il faut payer cet accès. Cet accès-là ne se donne pas. Ce n'est pas altruiste, ce n'est pas caritatif, ce n'est pas philanthropique. Il faut le payer et il faut payer maintenant. Donc le fait de tordre le bras, de contraindre de plus en plus des acteurs qui veulent participer à cet écosystème-là, ça va devenir quelque chose persistant, en tout cas dans la politique de Donald Trump. Après, je pense que votre dernière question, c'est vrai que c'est dans cet angle d'incertitude, c'est vrai que c'est particulièrement compliqué, d'autant plus qu'on voit que Donald Trump, sur le plan domestique et à l'international, il y a typiquement quelque chose qui peut être très intéressant pour des entreprises, c'est le climat de dérégulation. On le voit dans les secteurs différents, l'énergie, l'environnement, la tech, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est le pendant politique de ça, c'est qu'à l'extérieur des États-Unis, l'administration veut également que le climat de dérégulation s'applique hors sol, alors que ce n'est pas forcément effectivement l'extraterritorialité qui s'applique. Mais en tout cas, c'est vrai que le climat de dérégulation va se poursuivre aux États-Unis. L'administration de Trump, entourée de Scott Bessent, de Howard Lutnick et de ses conseillers économiques, considère qu'il ne faut pas mettre des freins à l'innovation, il faut laisser l'innovation aller le plus loin possible, puis après réfléchir à la question de la réglementation. Donc ça sera un climat assez favorable sur ce point de vue-là. En effet, quelques pistes éventuellement, ça peut être de chercher l'approvisionnement un peu plus aux États-Unis, peut-être de mitiger le risque en réduisant des coûts. Ça peut être effectivement ce concept de hedging, de mitiger le risque en cherchant la diversification régionale des activités pour que les États-Unis, le temps de l'incertitude, le temps d'attendre justement les tendances de fond, finalement, vous pouvez en effet réfléchir à la possibilité de chercher d'autres marchés. Parce qu'en effet, une des complications avec les États-Unis en ce moment, et c'est ce que j'entends quand je parle avec des chefs d'entreprise dans des secteurs différents, des entreprises de taille différente, c'est qu'évidemment, la planification stratégique et opérationnelle dans ce contexte-là ne peut pas se faire sereinement. Voilà, donc c'est aussi peut-être une dernière piste, ça peut être la diversification pour s'éloigner un peu de la Chine. On a quelques exemples français, justement, des entreprises qui ont fait le pari justement de produire un peu moins en Chine et peut-être un peu plus en Inde. Bon, c'est peut-être le pari pas forcément gagnant parce qu'on a des sous-tensions sur ce point de vue-là, mais il peut y avoir aussi le geste envoyé par le fait justement de produire moins en Chine. Mais après, il y a des limites parce qu'en effet, la philosophie de Trump, c'est qu'il faut produire aux États-Unis pour les Américains, mais on sait très bien que les entreprises du monde ne peuvent pas raisonner dans cette logique-là. Mais c'est vrai que le climat d'incertitude va rester. En effet,
une des faiblesses, entre autres, de la stratégie de Trump, c'est que finalement, l'imprévisibilité devient tellement prévisible que quelque part, la parole se démonétise. Mais en attendant à ce que les choses deviennent un peu plus stables, effectivement, voici quelques modestes pistes, en tout cas, d'action potentielle. Merci beaucoup. On a eu votre point de vue tout à l'heure et un petit peu maintenant sur les droits de douane imposés par Trump. J'aimerais avoir le vôtre, Gabriel. S'agit-il de simples recettes fiscales, d'après vous, d'outils de négociation commerciaux ou alors d'instruments politiques à part entière? Alors c'est une question pas évidente à adresser parce que Donald Trump a donné à peu près 1000 motivations pour mettre en place des droits de douane. Il a en fait expliqué que les droits de douane étaient le plus beau mot du dictionnaire d'ailleurs. Je pense que c'est important de comprendre les motivations parce que la question à un million de dollars derrière, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ces droits de douane restent en place? Et pour comprendre si ces droits de douane restent en place, il faut savoir s'ils sont efficaces. Et pour savoir s'ils sont efficaces, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place. Donc il y a principalement 3 objectifs qui motivent dans le discours de Donald Trump la mise en place de droits de douane. Le premier, Amy l'a déjà évoqué, c'est la réindustrialisation. Donc si moi je suis exportateur européen de voitures par exemple, il y a des droits de douane qui sont imposés pour que moi j'accède au consommateur final américain. Donc ça devient plus coûteux pour moi. Donc le pari de Trump, c'est de dire que moi je vais choisir d'ouvrir une usine directement aux États-Unis et créer des emplois. C'est quelque chose qui est plausible. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui doit se faire de manière chirurgicale. C'est-à-dire, il faut penser précisément quelles sont les industries qui, de manière plausible, peuvent se réallouer aux États-Unis. Toutes les industries ne peuvent pas se réallouer aux États-Unis, aussi élevés soient les tarifs. Je reprends un exemple que j'avais entendu dans les médias. Les États-Unis ne produiront jamais des mangues, même si vous mettez des tarifs de 300% sur les mangues. Et le problème, c'est que Donald Trump a mené cette politique-là un peu comme avec un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Parce qu'il a imposé des tarifs sur tous les pays, tous les produits, avec ces tarifs réciproques. Et en plus de ça, réindustrialiser le pays, ça vient avec le fait de créer un climat attractif pour les entreprises. Donc c'est vrai que les États-Unis sont attractifs, comme Émile disait. La question, c'est est-ce qu'ils le sont plus ou moins qu'avant l'arrivée de Trump? Et ce qui se passe, c'est qu'en marge de ces politiques commerciales, Trump met aussi en place des politiques dont moi j'aurais tendance à douter qu'ils soient favorables au business. Quand Trump retire des milliards de subventions pour les grandes entreprises américaines, pour les grandes universités américaines, tout en sachant que ces grandes universités sont un des grands moteurs de l'innovation à la fois fondamentale, mais que cette innovation fondamentale va se déverser dans l'innovation privée, je me pose des questions. Quand Trump raccompagne à la frontière des millions de migrants qui sont autant de main-d'œuvre potentielle pour des entreprises qui voudraient se réallouer aux États-Unis, en tant qu'entrepreneur, est-ce que les États-Unis sont plus ou moins attractifs qu'avant l'arrivée de Trump? La question est posée. Donc sur ce point-là, je ne suis pas clair que la politique de Trump, en tant que droit de douane pour réindustrialiser, soit efficace. Le deuxième point, c'est la question des déficits extérieurs. Le déficit extérieur, très simplement, c'est le fait que les États-Unis tendent à importer plus qu'ils n'exportent. À long terme, ça peut être problématique parce que ça crée de la dette vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça peut ne pas être soutenable. Réflexe de Trump, qui paraît très intuitif, je vais augmenter le coût des importations avec les droits de douane. Du coup, mes citoyens vont moins importer. Du coup, ça va rééquilibrer ma balance extérieure. Le problème, c'est que les économistes, on est un peu poil à gratter parce que souvent, on dit que les choses ne sont pas aussi intuitives que ce qu'elles peuvent paraître. Très simplement, les exportations américaines, à partir de quoi elles sont produites? À partir d'importations. Donc si je renchéris mes importations, potentiellement je renchéris aussi mes exportations. Et d'un coup, c'est plus clair, qu'est-ce qui va dominer? Je vais avoir des importations qui sont plus chères, des exportations qui sont plus chères, donc je perds en compétitivité, donc j'exporte moins. Est-ce que ma balance commerciale s'améliore? C'est pas clair. Donc les économistes, qu'est-ce qu'ils disent? La solution au déficit extérieur, ça peut paraître pas intuitif, mais elle est intérieure. Il faut limiter la consommation, il faut augmenter l'épargne, il faut diminuer les impôts, ce genre de choses. Voilà, donc sur ce point-là aussi, je pense que c'est une politique inefficace de mettre des droits de douane pour rééquilibrer les déficits extérieurs. Le troisième point, sur lequel je pense qu'il y a plus
de justification à des droits de douane, c'est la question des recettes fiscales. Donc remettons-nous dans la peau d'un exportateur européen de voitures aux États-Unis. Il y a une augmentation des droits de douane. Ah mince, d'un coup, mes voitures coûtent plus cher pour le consommateur américain. Donc je perds en compétitivité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire mes marges pour essayer de maintenir ma compétitivité aux États-Unis. Si je réduis suffisamment mes marges pour le consommateur américain, c'est indolore. D'un côté, il y a une hausse des droits de douane, d'un autre côté, il y a la baisse des marges. Le consommateur américain ne sent pas de différence sur le prix des voitures européennes. Mais dans le même temps, il y a une manne financière pour le gouvernement américain qui va venir prélever des douanes. Donc cette situation, elle est géniale. C'est une situation de tarif optimal que nous prédit la théorie économique. Si elle se réalise, vous avez des recettes fiscales et ça coûte rien à vos consommateurs. Dans un contexte où Donald Trump a annoncé qu'il voulait faire des milliards de réductions d'impôts, Donald Trump a besoin de ces recettes fiscales. Donc c'est ça qui m'amène en conclusion à penser qu'on doit s'attendre à, comme Émile a dit d'ailleurs, à ce que les droits de douane restent en place parce que les États-Unis vont être addicts à cette recette fiscale. Merci beaucoup. En tant que chargée de développement export, je discute avec des entreprises et dans un monde où la géopolitique et l'économie s'entremêlent de plus en plus, je me pose une question et vous allez me répondre dans la mesure du possible avec chacun votre regard. Est-ce que les entreprises françaises aujourd'hui doivent-elles devenir géopolitiquement intelligentes pour rester compétitives et pour s'adapter le mieux possible à ces marchés qui sont en train vraiment de changer de plus en plus? Ça ne sera pas moi qui dis non. En tout cas, il faut... c'est vrai que j'ai oublié qui le dit, c'est quelqu'un de très connu, et donc, pardon, mais qui dit on n'est pas dans l'ancien système, mais on n'est plus tout à fait dans le nouveau, et on est dans un espace très inconfortable au milieu. Donc, ce qui nécessite effectivement, avec les centres de gravité politiques et économiques qui sont en train de bouger, évidemment, cette compétence-là me paraît essentielle. En tout cas, c'est une lecture du monde, c'est une compréhension des affaires, c'est un regard sur l'écosystème décisionnaire qui me paraît pertinent, mais par définition, justement, à la prise de décision éclairée et complète dans une entreprise, d'ailleurs, comme plein d'autres contextes. Donc, la stratégie des entreprises doit changer complètement? Ça dépend de l'entreprise. Moi, je ne vais pas commenter les stratégies des entreprises, mais je ne peux que les encourager justement à intégrer en tout cas ce périmètre dans la réflexion, si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Donc à avoir un regard politique? Toujours. Okay. Et donc, avec la même prudence qu'Amy, parce que je ne suis pas dans le monde de l'entreprise, ce que je suggérerais aux entreprises dans cette période de flou, où on est dans une transition d'équilibre, où les contours des blocs géopolitiques se redessinent, c'est peut-être de se redéployer vers des partenaires commerciaux historiques, donc ce qu'on appelle le friendshoring. Je n'inviterai pas les entreprises à faire du reshoring total, à juste produire domestiquement, juste se sourcer domestiquement, parce qu'on a envie de se diversifier. Et tout en faisant ça, faire un travail de veille, faire appel à des experts, faire appel à des consultants, pour essayer de comprendre en temps réel comment se redessinent ces contours géopolitiques. Pour, quand tout ça se sera un peu tassé, pouvoir se redéployer vers des nouveaux amis. Et au-delà de la question géopolitique, je pense qu'il y a une question aussi d'essayer de trouver des partenaires, des distributeurs, que sais-je, dans les destinations qui soient connectés politiquement. Comme je l'ai dit, il y a une montée globale des gouvernements populistes, qui peuvent être potentiellement aussi des gouvernements clientélistes, où d'un coup, la même règle ne va pas être la même pour tout le monde selon que vous êtes connecté au pouvoir ou non. D'ailleurs, il y a entre les lignes des choses qui se passent autour de Trump, avec l'idée de dire que toutes les entreprises ne payent pas nécessairement les droits de douane qui ont été annoncés. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'investir dans une connexion politique pour les entreprises. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange très instructif. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir été attentif. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à ces intervenants et profitez bien de cette belle journée. Merci beaucoup. Merci.